Ça fait du bien de savoir que nous ne sommes pas les seuls à nous inquiéter des évolutions climatiques. L'autre jour, j'ai échangé avec un de mes collègues ministres et on se disait qu'on avait un tout petit peu, c'est probablement inhérent à la mise en place de notre fonction, le sentiment d'être un funambule. Et avec cette petite inquiétude de basculer à chaque instant. Et moi, j'ai un ami qui fait cet exercice-là. Il m'a dit un jour, le seul moyen de ne pas tomber, c'est surtout de ne pas regarder ses pieds, c'est de regarder loin. Et je ne sais pas si c'est une parabole, mais elle vaut pour l'action que nous aurons à mener dans ce ministère. Énormément de choix que nous aurons à faire ne seront pas forcément immédiatement compréhensibles si on ne les inscrit pas dans une vision du long terme. Et le sujet du changement climatique, c'est un sujet qui est particulièrement complexe parce que l'issue de ce combat que nous menons, elle n'est pas immédiatement, que ce soit d'ailleurs en positif ou en négatif, parce que selon les choix que les uns et les autres allons prendre, je l'espère, il va y avoir un dénouement heureux et même un saut qualitatif, je l'espère, de l'humanité. À l'inverse, si on laisse les grandes tendances lourdes, je crains qu'il n'y ait pas de dénouement heureux, mais c'est un sujet compliqué parce que la menace pour nos concitoyens, mais c'est vrai dans le monde entier, elle est diffuse, elle est aléatoire, et l'échéance exacte, elle ne peut pas vraiment être déterminée scientifiquement. Et comme on a tendance à ne réagir que par la peur, ce n'est pas un sujet qui, spontanément, même si les choses ont bien évolué, passe toujours au premier plan dans l'écran radar. Et notre responsabilité ici, c'est de faire en sorte que ce sujet prime sur tous les autres. Mais il est complexe aussi parce qu'il nous oblige à un exercice qui est un peu nouveau dans, je dirais, l'esprit de nos sociétés, de combiner deux lectures du temps, le court terme, qui se rappelle à l'ordre à chaque instant, avec parfois des urgences, des souffrances, des désarrois qui, elles, sont très palpables et sur lesquels nos concitoyens nous demandent de réagir tout de suite. Et cette urgence-là, on ne peut pas l'esquiver, mais on doit être également un garde-fou de souffrances que, je l'espère, nous allons éviter, et d'ailleurs dont on ne sera peut-être jamais reconnaissant, mais nous ne sommes pas là pour cela, mais notre rôle, c'est de faire en sorte que la dynamique du fatalisme et la dynamique de l'irréversible ne se combinent pas. Et pour dire les choses, parce que le plan climat que je vais présenter, il s'inscrit à ce moment très particulier où, au prétexte de la complexité économique, géopolitique, écologique, parce que le XXIe siècle récupère, je dirais, les dettes et les conséquences des siècles précédents, on aurait tendance parfois à céder à une forme de résignation. Et il ne vous a pas échappé que cette résignation, parfois s'exprime même dans des régressions d'États, et d'un État en particulier, qui fait que le contexte dans lequel la France va se positionner sur ce sujet est un contexte très particulier, puisque un des grands acteurs de la conférence de Paris, pour l'instant, a pour le moins fait une pause dans ses engagements, et c'est un signal évidemment douloureux pour ceux qui n'ont pas les mêmes capacités à agir, ils n'ont pas la même responsabilité historique qu'un certain nombre de nations. Et je dirais que c'est un message assez violent à celles et ceux, y compris aux États-Unis, qui subissent les conséquences d'un phénomène qui est lui-même la conséquence d'un mode de développement, je l'ai souvent dit, qu'ils n'ont pas provoqué, dont ils n'ont pas bénéficié, et pour certaines nations, je pense notamment en Asie ou en Afrique, mode de développement qui parfois s'est peut-être fait aussi à leur détriment, donc ça fait beaucoup d'injustices accumulées qui peut expliquer certaines violences de demain si nous n'y répondons pas rapidement. D'où, moi je suis, je vous le dis d'emblée, très fier que la France aurait pu dire
Voilà, puisque une grande nation sort un tout petit peu du train du climat, nous allons ralentir ce train en attendant que chacun prenne sa part. C'est la réaction inverse qui a été prise par Emmanuel Macron, et je m'en réjouis. Le plan que je vais vous présenter ce matin, ce n'est pas une fin en soi. C'est un plan un programme qui va se structurer au fil du temps sur les 5 années du quinquennat. Et je vais vous en donner une colonne vertébrale, mais en comprenant bien, et je le dis notamment à mes amis associatifs du monde des ONG, par définition, sur cette colonne, on pourra y rajouter des vertèbres, y greffer un certain nombre d'éléments. Donc, bien entendu, c'est un cap. Et sur cette architecture, nous nous nourrirons le temps voulu des préconisations, des remarques, des critiques des uns et des autres. Et ce programme se déclinera en plans d'action qui sont prévus, mais qui vont un peu s'étaler dans le temps. Je pense que vous auriez été surpris que dans le peu de temps que nous avons eu, nous aurions été prêts à tout décliner, mais le calendrier est évidemment bien fixé. Alors, pourquoi ce plan climat? D'abord, je viens de le dire, pour que la France prenne sa part et maintienne ce leadership qu'elle n'a jamais perdu d'un gouvernement à l'autre, et je veux évidemment m'en réjouir. Pour faire en sorte que l'accord de Paris, qui, je le rappelle, lui-même n'était pas une fin en soi, c'était une feuille de route, mais quelque part, tout restait à faire. Mais l'intérêt de l'accord de Paris, c'est qu'il a scellé un diagnostic, il a posé une feuille de route avec des responsabilités partagées, mais chacun a conscience que les engagements qui ont été pris à Paris, déjà, ne nous mettent pas forcément sur la trajectoire que nous impose la science pour éviter l'irréversibilité des phénomènes et l'irréversibilité des conséquences. Donc nous étions plutôt dans une volonté, et nous la sommes toujours, de ne pas nous en tenir là, et que pour les grands contributeurs, on accélère les choses et l'on attend le moins possible pour réviser à la hausse nos ambitions. Et c'est cet exemple-là que la France veut donner, et je n'ai pas de doute qu'un certain nombre de nos partenaires vont saisir cette occasion pour nous accompagner dans ces nouvelles ambitions. L'idée donc est d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris et d'adopter, et je les déclinerai tout à l'heure, des nouveaux objectifs compatibles, encore une fois, avec l'horizon en dessous de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, mais idéalement la trajectoire que nous devons avoir, et que, je le dis aussi, d'où l'intérêt de ce plan climat, trajectoire que nous avons pris un temps, mais si vous regardez sur les 2 dernières années, je ne peux pas dissimuler ça, il y a une forme de pause qui n'est pas acceptable dans cette trajectoire qui doit nous conduire aux 2 degrés ou au degré 1,5 degré. Évidemment, ce plan, il ne se dissocie pas de la loi et du cadre de la loi sur la transition énergétique, qui, je le rappelle pour ceux qui en douteraient, vise entre autres un certain nombre d'objectifs de développement d'énergies renouvelables et d'objectifs très ambitieux de réduction de notre consommation, et mécaniquement, dans la foulée et simultanément, une réduction de la part du nucléaire à 50% en 2025. Sur ce plan, je vais faire court, enfin le plus court possible, mais gardez à l'esprit qu'il y a 6 grands thèmes qui couvrent, je dirais, toutes les échelles. De l'international, parce que chacun comprendra que si la France est exemplaire toute seule, on va décourager évidemment les efforts et au bout d'un moment se mettre dans des situations un peu désavantageuses, mais jusqu'au quotidien des Français, parce que, je dirais, une de nos priorités, avec notamment mes 2 secrétaires d'État
Brune Poirson, qui n'est pas là, mais qui est aux assises de la biodiversité à Ajaccio, biodiversité qui peut, dans sa protection, et notamment des écosystèmes, nous aider à optimiser la réalisation de nos objectifs. Et Sébastien Lecornu, nous aurons à cœur tous les trois de faire la démonstration, pas simplement dans les mots, que la contrainte climatique, elle peut être, si on sait la saisir et si on sait créer la cohérence d'ensemble, eh bien, une amélioration du quotidien des Français. Ces 6 grands thèmes, on va les décliner en 23 axes pour agir dans tous les secteurs et couvrir tous les secteurs. Si le président a placé ma responsabilité assez haut dans le gouvernement, ça n'est pas pour satisfaire un ego surdimensionné, je l'espère, c'est surtout pour donner le signal que cette responsabilité, si on la porte toute seule, on n'y arrivera pas. Et donc c'est simplement pour donner un signal, plus qu'un signal, un message à l'ensemble de nos collègues pour que chacun prenne sa part dans la feuille de route climatique, dans la transition écologique, dans la transition énergétique. Et je veux témoigner que ce message a été bien reçu parce qu'il n'y a pas un Conseil des ministres où ce sujet n'est pas mis à l'ordre du jour et je ne suis pas le seul à évoquer ou à m'emparer de ce sujet. Je l'ai dit, c'est un plan pour les 5 ans à venir avec plusieurs grands rendez-vous. Le premier rendez-vous, fin 2018, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va présenter notre politique énergétique. Il en est de ce domaine comme beaucoup d'autres. Il y a des décisions que je dois prendre dans l'urgence, tous les matins, mais des décisions dans l'urgence ne valent pas ni politique ni stratégie. Et donc sur un certain nombre de sujets, aujourd'hui je vais me cantonner au climat, je reviens à mon introduction. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre où on veut aller, comment on va y aller, et que l'ensemble des personnes concernées dans les secteurs, parce qu'il va y avoir des mutations, ça ne se fasse pas dans la brutalité, mais dans l'accompagnement et dans la co-construction. Et puis, de nombreuses mesures, évidemment, vont être précisées dans le projet de loi de finances à la rentrée. Alors, je vous ai parlé de 6 grands thèmes. Je dirais que le premier thème, c'est de rendre irréversible la mise en œuvre de l'accord de Paris. J'ai noté avec satisfaction que le président de la République avait annoncé devant le Congrès la transformation du Conseil économique, social et environnemental en chambre du futur. L'idée qui reste à développer et à préciser, et c'est un grand chantier, s'inscrit dans cette réflexion que nos institutions, comme notre droit, sont pris de court par l'irruption dans notre logiciel sociétal des enjeux du long terme et des enjeux universels. Et notamment, le futur, vos enfants, nos enfants, ne sont pas toujours spontanément pris en compte parce qu'on n'a pas forcément ce sentiment que des décisions d'aujourd'hui peuvent contrarier leurs conditions d'existence, mais c'est bien ça qui se joue. Et dans un monde happé, un peu comme dans un fleuve en crue, où on est précipité de jour en jour dans les urgences, cette idée qu'il y ait un lieu apaisé, documenté, où les citoyens peuvent nourrir aussi de leur propre expérience, me semble être frappée au coin du bon sens. Et dans le même esprit, nous soutiendrons, mais ça a déjà été dit par le président, l'initiative qui a été lancée par Laurent Fabius du Pacte mondial de l'environnement pour faire progresser au niveau international le droit et les textes sur ces sujets-là. Le deuxième axe sur cette irréversibilité, c'est que l'État, qui peut beaucoup, mais pas tout, peut-être de moins en moins, je ne sais pas, mais en tout cas de mieux en mieux, associe les citoyens et les consommateurs d'une manière innovante au suivi du plan climat. Et je vous expliquerai comment, mais l'idée, c'est d'associer dans des décisions que nous allons prendre un panel de citoyens qui va
incarner aussi l'esprit de ce que j'ai toujours dit, c'est que les politiques ont toutes à gagner à s'inspirer de l'expérience complémentaire de la société civile. Tout ça pour dire que cette transition et ce plan climat ne se fera qu'avec la compréhension, qui n'est pas, encore une fois, très spontanée, parce que quand on isole les décisions, qu'on les sort de ce champ de long terme, on y voit plutôt une contrainte avant que d'en voir un bénéfice. Et donc, je pense qu'avec notamment nos deux agences, l'ADEME et l'Agence française de la biodiversité, on va élaborer ce qu'on appelle un budget participatif. Le deuxième thème, c'est d'améliorer, je l'ai évoqué, le quotidien de tous les Français. L'améliorer parce que si l'enjeu climatique ajoute de l'injustice à l'injustice, de la précarité à la précarité, de l'inégalité à l'inégalité, je pense que je vais avoir du mal à entraîner les Françaises et les Français dans cette dynamique. Alors, on va évidemment, pour que les Français puissent bénéficier concrètement de l'accord de Paris, on va accélérer le développement des aides pour les voitures les moins polluantes à destination des plus modestes. Si le ministère s'appelle ministère de la Transition écologique et solidaire, ce n'est pas simplement pour y rajouter un mot, c'est que cette notion de solidarité, elle ne doit pas simplement, évidemment, être portée en dehors de nos frontières, mais elle doit l'être, et je m'y emploierai, mais elle doit faire en sorte que ceux qui se retrouvent parfois dans une forme d'impasse, et même victimes d'une double, triple peine, soient prioritaires dans notre état d'esprit. Grâce au plan d'investissement, le gouvernement proposera à chaque Français une prime de transition qui lui permettra de remplacer une voiture diesel d'avant 1997, donc notamment ceux qui ne sont pas dans la vignette critère, ou à essence d'avant 2001, par un véhicule plus propre, neuf ou d'occasion. Ça permettra évidemment de réduire la pollution, mais également d'aider les ménages qui n'ont pas aujourd'hui les moyens d'acheter un véhicule aux normes critères et qui se voient, pour un certain nombre de grandes villes, l'accès interdit. Les assises de la mobilité, et j'en profite parce que dans les objectifs et la mission qui est la mienne, sans Elisabeth Borne, qui est chargée de la mobilité durable et des transports, domaine essentiel pour la réussite de nos engagements, comme le logement d'ailleurs. Dans ces assises, je suis convaincu que ça va donner un coup d'accélérateur à la mobilité douce, au transport en commun du quotidien. Nous avons à cœur, Elisabeth et moi, de prioriser dans les possibles, qui ne sont pas un éventail infini, deux axes: améliorer le quotidien des transports des Français, c'est la priorité. L'entretien des réseaux routiers, l'entretien du réseau ferré, et évidemment, sans ne pas sortir définitivement les autres sujets, et le report du transport modal, du fret, du réseau routier au réseau ferré. C'est en se fixant sur ces priorités que l'on pourra et contribuer à tenir nos objectifs et donner très rapidement des bénéfices au quotidien dans des transports plus sûrs, plus à l'heure, parfois plus rapides, pas simplement en utilisant le TGV, mais en regardant les endroits où parfois on est obligé de ralentir les trains parce que le réseau est dans un tel état que les trains qui pourraient aller plus vite sont obligés de freiner, situation que Elisabeth Borne connaît beaucoup mieux que moi. L'objectif, dans le domaine du logement, il est très clair. Il a été annoncé par le président Macron: éradiquer complètement la précarité énergétique. 10 ans pour satisfaire cet objectif. Dans le domaine du logement, le gouvernement va proposer à tous les Français modestes un diagnostic pour que locataires et propriétaires en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire ceux qui
et malheureusement ça se compte en millions de personnes, ont du mal à se chauffer, parce qu'ils ont une double peine. Non seulement ils ont froid, mais en plus, ils ont une facture d'énergie ou de chauffage qui devient maintenant, dans le budget des ménages français, plus important que la dépense alimentaire. Dans l'esprit que le président a demandé que l'administration soit au service des Françaises et des Français, eh bien, voilà un exemple où nous serons là pour évaluer, proposer, aider et ne pas enfermer brutalement les gens dans des situations dont il faut qu'on les aide à sortir. On va, dans le même délai de 10 ans, faire disparaître tout ce qu'on appelle les passoires thermiques. Et croyez-moi, ce n'est pas le sujet le plus difficile. Le sujet de l'efficacité énergétique, c'est un sujet où tout le monde gagne. Parce que dès qu'on investit sur la transition, enfin sur l'efficacité énergétique, parfois il y a des facteurs 2, facteurs 3, facteurs 4. Et la rentabilité, au moins sur ces domaines-là, elle n'est pas compliquée à en faire la démonstration. Dans d'autres domaines, c'est un peu plus long. Mais là, on peut en quelques années largement amortir. C'est pour ça que d'ailleurs, je considère que ce ne sont pas des dépenses, ce sont vraiment des investissements. Et sur ce sujet, et notamment sur les sujets liés au chauffage, parce que là aussi, on peut aider les gens à se chauffer mieux, on va utiliser 4 milliards du plan d'investissement pour cela. 5e axe sur cette problématique d'améliorer le quotidien de tous les Français, une consommation plus responsable, c'est-à-dire permettre aux Français, c'est une demande forte avec une tendance faible, et donc on va essayer de concilier les deux, c'est que les Français souhaiteraient, et je peux le comprendre, consommer leur propre électricité, ce qu'on appelle l'autoconsommation. Aujourd'hui, 14 000 foyers consomment leur propre énergie et 350 000 producteurs individuels revendent leur énergie à EDF. Je parle devant le président de l'ADEME. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et que ce petit facteur psychologique est important parce que c'est vrai que de produire son énergie et de la consommer soi-même, c'est quelque chose que chacun a envie de voir parce que capter l'énergie du soleil et le remettre dans le réseau, c'est pas pareil que de se dire je suis mon propre producteur. Ça augure quand même d'un changement profond de notre modèle énergétique, mais je pense que dans ce domaine-là, le mot n'est pas fort. On est à l'aune d'une révolution énergétique et il vaut mieux être au début de la révolution que de la constater quand elle sera finie et de se dire que pour finir, tout ça a profité à d'autres dans ce domaine. Croyez-moi, les Chinois, ils ont bien vu le coup venir. Une consommation plus responsable, c'est-à-dire c'est permettre aux Français de produire et de consommer, je viens de le dire, leur propre électricité. Et on aidera également, pas simplement les foyers français, on aidera les quartiers ou les zones rurales à produire et eux aussi à consommer leur propre énergie renouvelable, comme le biogaz ou comme l'énergie solaire. 6e axe, le président a mis la barre très haute dans sa campagne. Moi, je m'en réjouis. L'économie circulaire, elle est au cœur de la transition énergétique. Alors, il en est de ce domaine comme de l'ensemble des domaines. Il faut qu'on change de focus, il faut qu'on change d'échelle. Croyez-moi, on va même changer le logiciel, mais laissez-nous le temps de télécharger l'ensemble du logiciel. L'économie circulaire, chacun maintenant comprend, et y compris dans les grandes entreprises, et c'est là qu'on voit que quand même le monde a changé, est en train de changer, chacun voit l'avantage compétitif. Cette idée qu'à terme, les déchets notamment puissent devenir des ressources, il n'y a pas que les petites et les moyennes entreprises ou même les citoyens qui l'ont intégré. Je l'ai vu l'autre jour en me rendant à un anniversaire des entreprises pour l'environnement. De grands acteurs maintenant se lancent dans cette perspective et nous devons créer les conditions pour que cette révolution industrielle majeure, qui est source de compétitivité et d'innovation, puisse trouver tout son déploiement.
Et on apportera, nous, l'État, une aide aux petites entreprises qui souhaitent justement faire des économies de matière et d'énergie. Et on publiera, ça fait partie des plans d'action, une feuille de route en 2018 sur l'économie circulaire qui déclinera évidemment un certain nombre de mesures pour favoriser ce développement. Troisième thématique, pas dire que c'est la plus importante, mais elle s'inscrit justement dans cette vision du long terme, en finir définitivement avec les énergies fossiles et s'engager vers la neutralité carbone. Il faut un moment être cohérent. Qu'est-ce que nous dit le GIEC? Si on veut se donner la chance, qui n'est pas acquise, de réaliser nos objectifs climatiques, ce sont les 3/4 des réserves d'énergie fossile qu'il faut laisser sous terre. Alors on peut mettre ça sous le tapis, on peut boire le pétrole, les hydrocarbures jusqu'à la lie, mais à ce moment-là, nous ne sommes plus crédibles. Et la France, je pense très sincèrement, vous regarderez par rapport aux autres États, va prendre aujourd'hui des engagements que nous sommes très peu à porter, mais je pense qu'on va désinhiber beaucoup de gens. Donc le charbon, qui est aujourd'hui la principale source d'émissions de CO2 sur la planète, chez nous, il représente 5% de notre production d'électricité. C'est peu, mais c'est beaucoup trop. Et donc la France proposera que d'ici 2022, nous cessions toute production d'électricité à partir du charbon, mais dans le même esprit que toutes les transitions que nous allons développer, en accompagnant évidemment les salariés qui vont être impactés par ces décisions-là. Il n'y a de transition que si l'enjeu social est appréhendé par ceux qui sont concernés et par ceux qui peuvent les solutionner. Et ça sera... je préfère parfois qu'on prenne un tout petit peu de temps, mais qu'on ne fasse pas les choses brutalement, parce qu'annoncer un beau matin qu'on ferme une centrale charbon par voie de presse sans que les salariés soient au courant, je ne vois pas comment je vais conduire la transition énergétique si on pratique comme ça. Et donc c'est l'esprit aussi de ces contrats de transition que nous voulons mettre en place dans beaucoup de secteurs pour anticiper ce qui peut apparaître dans un premier temps des gagnants ou des perdants et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdants. Mais par contre, il va y avoir des adaptations, à nous de les anticiper, de les appréhender, de les quantifier. C'est cette intelligence collective que nous allons, avec notamment mes 2 secrétaires d'État, essayer de réaliser. 8e axe, la fin de l'exploitation des énergies fossiles en France. La France a décidé d'interdire tout nouveau projet d'exploration, et vous savez que quand on a un permis d'exploration, il y a un droit de suite, donc par voie de conséquence, permis d'exploitation de pétrole, de gaz, de charbon, mais je rassure tout de suite, y compris pour toutes les énergies non conventionnelles. Et pour accélérer ça, parce que je fais une toute petite parenthèse, je peux prononcer sur ce que je peux encore décider. Je ne peux pas me prononcer définitivement sur ce que je récupère comme droit acquis. Après, on peut rentrer dans des négociations, et sur un certain nombre de droits acquis, nous rentrerons dans des négociations. Mais ce qui m'intéresse, c'est maintenant d'accélérer la procédure. Ça passe par la loi. Et donc, nous proposerons, à la fin de l'été ou au début de l'automne, une loi qui sera présentée en ce sens au Parlement. La France produit du gaz, du pétrole, en métropole et en outre-mer, mais elle importe aujourd'hui plus de 90% des énergies fossiles qu'elle consomme. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important, si on veut être cohérent, que l'on ne baisse pas la garde sur l'objectif de réduction de 50% de notre consommation, mais c'est un objectif qui ne doit pas effrayer, parce que je suis certain que pour les entreprises comme pour les citoyens, on sait très bien mieux consommer, moins consommer, à confort ou à service ou à efficacité égale. Et alors dans ce domaine-là, croyez-moi, nos petites, nos moyennes entreprises,
il y a un potentiel de créativité et donc de développement d'emplois qui nous permettront de réussir ce pari. Donc ça va conduire tout ça à la fin de l'exploitation, parce qu'à partir du moment où nous interdisons tout nouveau permis d'exploration et donc d'exploitation, mécaniquement, en 2040, les puits qui sont exploités actuellement vont se tarir, et donc théoriquement les trajectoires telles qu'on me les a expliquées, en 2040, eh bien, il en sera terminé de cette utilisation. Alors, pour accompagner cette transition, évidemment, il faut un certain nombre de dispositifs incitatifs, dissuasifs, et il en est de ce domaine comme dans d'autres. La condition, c'est la prévisibilité et l'irréversibilité. Et évidemment, nous allons renforcer le prix du carbone pour donner un prix à la pollution, mais simplement aussi parce qu'on peut y voir l'aspect négatif, mais en donnant un prix au carbone évolutif, on introduit en creux un avantage compétitif à l'économie qui n'est pas carbonée et qui, jusqu'à présent, a souffert dans le monde et encore aujourd'hui de désavantages, puisque les énergies fossiles, notamment, vous le savez, à l'échelle du monde, sont subventionnées sous des formes diverses, variées, j'allais dire presque avariées, d'exonération à hauteur de 500 milliards de dollars. Donc, je pense quand même que dans ce dispositif d'ensemble, d'ailleurs, qui est de lister ces exonérations et de faire en sorte que très rapidement, la tendance, notamment des énergies renouvelables, qui naturellement a déjà tendance à chuter, on va pouvoir accélérer cela et faire en sorte que eh bien, ces énergies-là deviennent, sur un plan économique, largement compétitives. On ne fera qu'accélérer un phénomène qui en a déjà fait tout seul la démonstration. Alors ce prix du carbone, il va permettre évidemment d'encourager tous les acteurs, entreprises, ménages à anticiper la hausse des prix de l'énergie, parce que les investisseurs, et c'est probablement un des bénéfices pas visibles de l'accord de Paris, mais cette trajectoire du prix du carbone, dans laquelle on essaie d'ailleurs d'associer l'ensemble des pays du monde. On ne les a pas tous, mais dans la diplomatie française, nous portons cette priorité. Mais à partir du moment où les investisseurs ont intégré ce qu'on appelle le risque au carbone, vous allez voir l'effet levier que ça va provoquer, et là aussi, ça va, je le pense, doper massivement le développement de ce qu'on appelle l'économie verte, bleue, que sais-je encore. Ça va évidemment inciter chacun, dans tous les domaines, à bien sélectionner les choix dans les investissements dans le transport, dans le logement. Ça va inciter à une forme de vertu et de sobriété. Dans la même veine, on va, ça avait été annoncé, mais autant le confirmer, faire converger la fiscalité entre le diesel et l'essence avant la fin du quinquennat. Et donc, comme je viens de vous le dire, on va accélérer l'augmentation du prix du carbone. On va dépasser, mais attention au fantasme, l'objectif d'un prix carbone à 100 € tel qu'il avait été prévu en 2030. Mais ne me demandez pas jusqu'à quel niveau, parce que ça n'est pas encore établi. Ça sera défini pour la prochaine loi de finances. Mais en gardant à l'esprit que tout ça hors sol, évidemment, ça paraît très facile. Arriver chez les citoyens les plus modestes, ça peut être vécu comme une pénalité supplémentaire. Donc, bien entendu, des tas de mesures d'accompagnement seront prises pour les personnes dans ces situations difficiles, notamment comme le chèque énergie, qui vont accompagner cette évolution. Chose très importante, c'est que le plan climat élargit aussi le prix du carbone aux HFC, ces fameux gaz que vous connaissez, qui sont utilisés dans la climatisation, qui ont des effets sur l'effet de serre bien supérieurs au CO2. C'est d'ailleurs très important que dans notre stratégie, nous ne focalisions pas simplement sur le CO2 et que nous n'oublions pas un certain nombre de substances que je ne vais pas énumérer ici. Donc, comme évoqué, on va soutenir, et quand je n'étais pas au gouvernement, j'en étais quand même le promoteur, la coalition mondiale sur le prix du carbone. L'idée, c'est de faire converger le prix du carbone avec une souplesse de départ, parce que certains pays, courageux d'ailleurs,
ont fixé un prix du carbone, alors que parfois ils ont une économie, j'allais dire balbutiante, inféodée au carbone, et malgré ça, ils ont pris un certain nombre d'engagements. Donc nous qui avons d'abord une responsabilité historique et je pense une latitude un peu plus grande, c'est normal que nous allions plus vite et plus loin. Et ce prix du carbone, il vise à ce que 25% des émissions mondiales soient couvertes par un prix carbone en 2020, mais 50% en 2030. Le 10e axe, et celui-là, pour moi, est essentiel et plus que symboliquement fort, c'est que la France s'était engagée à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Eh bien, dans l'esprit et dans la concrétisation de ce qu'a annoncé le président de la République lorsque les États-Unis ont annoncé leur position sur l'accord de Paris, nous allons fixer comme objectif la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et avec la loi sur la transition énergétique, on avait ce facteur 4. Eh bien, nous allons aller plus loin. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça participe aussi d'un objectif qui est le mien, c'est que si on se contente simplement, et ce n'est pas l'un ou l'autre, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, sans utiliser les capacités des écosystèmes à stocker un certain nombre de gaz à effet de serre, au premier rang le CO2, on n'y arrivera pas. Donc la neutralité carbone, c'est de faire en sorte que d'ici 2050, il y ait un équilibre de neutralité entre ce que les puits de carbone peuvent nous donner en soutien et les réductions que nous aurons fait dans le même temps. Et cet objectif, évidemment, est lourd, compliqué, mais va nous mettre cette contrainte qui va mécaniquement engager les investissements, l'économie sur cette dynamique-là. Et je suis certain que ça va nous permettre, encore une fois, de flécher nos intelligences, notre économie, notre finance, vers un objectif où on a tout à gagner. On sera peut-être pas le premier, mais je pense que sur cet objectif, si je ne me trompe pas, on arrive peut-être après la Suède et le Costa Rica. Donc, beau podium. Il sera décliné dans la stratégie nationale bas carbone, qui sera publiée en 2018, mais aussi dans certains grands secteurs, comme par exemple l'automobile ou la France. Dans cet esprit, nous annonçons la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040. Je note, comme d'un fait exprès, que ce matin, un constructeur automobile européen vient d'annoncer qu'à dater, si je ne me trompe pas, 2019, il n'aura que sur le marché que des véhicules électriques. Je mets ça aussi en perspective, que cet objectif a également été pris pour 2030 et pas 2040 par le président Modi indien. Donc, c'est un objectif, évidemment, qui est lourd, mais si nous n'avions pas une conscience aiguë, Elisabeth et moi, que les solutions sont là, que nos propres constructeurs ont dans leur carton de quoi alimenter et incarner cette promesse, qui est aussi, comme l'ensemble de l'agenda climatique, un agenda de santé publique. Il faut quand même bien comprendre ça. C'est d'ailleurs par ce biais que les Chinois sont rentrés dans l'agenda climatique, parce que lutter contre le changement climatique, c'est aussi simultanément, et c'est pour ça que ceux qui sont sceptiques sur le climat pourraient au moins prendre l'argument santé, c'est que c'est aussi une manière de lutter contre la pollution, notamment atmosphérique, et ses conséquences tragiques. Donc c'est, pour moi, une véritable révolution, et on aura l'occasion d'y revenir. Nouvelle thématique, c'est faire de la France le numéro 1 de l'économie verte, en faisant de l'accord de Paris une chance pour l'attractivité, l'innovation et l'emploi. C'est très important parce que, j'espère que j'y parviendrai, mais ça fait partie
des objectifs, des volontés que nous avons, c'est vraiment de réconcilier économie et écologie. Ça a toujours été opposé, alors que ce sont deux mots qui sont indissociables, d'ailleurs, qui ont la même étymologie. On n'aura pas trop de mal à le faire si, encore une fois, nous encourageons ce qui va dans le bon sens et progressivement nous dissuadons ce qui va dans le mauvais sens, parce que nos petites, nos moyennes entreprises, et parfois nos grandes entreprises, en s'associant souvent avec des petites entreprises, ont dans la transition énergétique une créativité folle. Et il y a dans cette transition, et à nous d'en faire la démonstration, des gisements d'emplois qui sont très importants. J'aimerais d'ailleurs que chacun se convainque que la contrainte écologique, et notamment la contrainte énergétique, ça peut être, et ça sera, un fantastique, je l'espère, instrument de sortie de crise. On va évidemment, ça avait été annoncé par le président Macron, soutenir la recherche et l'innovation. Il y a des choses où les technologies sont déjà là. Il faut qu'on regarde aussi parfois pourquoi les technologies germent sur notre territoire et s'épanouissent ailleurs, en bénéficiant souvent dans la première partie des aides, des dispositifs de l'État, mais dont après l'épanouissement industriel ne se fait pas forcément sur notre territoire. Sébastien et moi, nous avons ça dans notre focus pour faire en sorte que si les gens bénéficient d'une aide de la BPI ou d'un plan d'investissement d'avenir, ça serait assez logique que nous créions les conditions pour que jusqu'au bout, ils aient envie de rester. Dans le l'idée de soutenir la recherche et l'innovation, vous le savez, il y a l'initiative Science Come to France, et la France renforce dès à présent ses dispositifs d'attractivité et de coopération scientifique dans le domaine clé pour combattre le changement climatique. J'ai évoqué, c'était évoqué en Conseil des ministres avec la ministre de la Recherche, que ce que demandent les chercheurs, c'est un certain nombre de conditions, y compris pour eux de travail, mais y compris pour leurs familles, pour pouvoir venir en France et nous apporter leur savoir et leurs compétences. Et simplement vous dire que tout cela est dans les tuyaux et que je pense que nous allons nous nourrir et nous alimenter de nouvelles compétences et on va faire en sorte que nous soyons attractifs pour toute cette science. Et nous sommes candidats pour la 47e session plénière au printemps 2018 du GIEC et je sais que cela a été plutôt bien accueilli par les chercheurs. Faire de Paris la capitale de la finance verte, je ne suis pas naïf, il ne suffit pas de changer la couleur de l'économie et la couleur de la finance pour que tout aille bien, mais à choisir, je préfère que la finance s'oriente sur ce qui est la solution et ne s'entête plus sur ce qui est le problème, et j'essaierai d'en être le gardien. On doit être au cœur de la réflexion sur la meilleure prise en compte des risques climatiques dans la régulation financière. Je renvoie à ça l'article 173 de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte et sur la scène mondiale. Et ça va obliger les investisseurs à publier l'impact de leur activité sur le climat et à choisir d'investir dans l'économie verte plutôt que dans les énergies fossiles. Et puis, je pense que nous aurions raison, et on va s'y atteler, à augmenter la quantité d'obligations vertes. La France a été le premier pays à émettre de telles obligations. 14e axe, je vous rassure, on n'arrive pas tout à fait au terme, mais on a passé la moitié. On va accélérer évidemment le déploiement des énergies renouvelables. Là, je fais un appel aux Français. On ne peut pas être contre tout. Et c'est un chantier qui est difficile, conflictuel localement, mais on ne peut pas refuser tout. Et quelque part, cette critique, elle me revient aussi dans mes anciennes fonctions. Les énergies renouvelables, pour moi, c'est la solution principale d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on aura les machines pour capter le vent, le soleil, le mouvement des vagues, le gradient thermique des océans, la géothermie, on aura accès à une source d'énergie relativement inépuisable et à terme gratuite. Enfin,
une fois que vous avez les machines. Et je veux simplement faire une petite parenthèse, mais cette révolution énergétique que nous impose la contrainte climatique, c'est une aubaine pour la paix dans le monde. Parce que observez à quoi ont été dus la plupart des conflits depuis la Deuxième Guerre mondiale, creusez un peu, le pétrole, le charbon et le gaz n'étaient jamais très éloignés. Dit autrement, en s'affranchissant des énergies fossiles, je pense qu'on s'affranchit aussi d'énormément de sources de tension. Et surtout, on va remettre de l'équité dans le rapport de force géopolitique parce qu'à terme, et ce terme n'est pas si éloigné, quand chaque pays pourra être autonome sur un plan énergétique à partir de sources d'énergie qu'il maîtrisera, eh bien, il n'y aura plus de grandes ou de petites puissances. Et il y aura des gens, des hommes, des femmes qui pourront se regarder d'égal à égal. Mais ce qui vaut à l'international, pour moi, vaut également pour nos territoires. Donc la France, elle a adopté une trajectoire de développement des énergies renouvelables qui est ambitieuse, qui est inscrite dans la loi que ma prédécesseuse Ségolène Royal a votée, avec un objectif de 32% en 2030. Pour tenir cet objectif, ça revient à la petite remarque que je vous ai faite, il va falloir qu'on simplifie le cadre du développement des énergies renouvelables. Je prends un exemple pour comprendre la complexité que je découvre dans sa complexité elle-même tous les jours. On croit toujours avoir atteint le pic de complexité, mais je peux vous dire qu'il y a encore une grande latitude. Quand vous faites un appel d'offres pour des éoliennes offshore, entre le moment où on fait l'appel d'offres et le moment où on va implanter la première éolienne offshore, il se passe entre 12 et 15 ans, à cause des recours, que je peux comprendre. Mais la folie du truc, c'est que quand on peut mettre la première éolienne, entre-temps, elle est totalement dépassée. C'est-à-dire que vous avez, entre-temps, des éoliennes qui sont 2 fois plus efficaces, qui permettraient d'en mettre 2 fois moins. Mais il faudrait repartir sur l'appel d'offres au départ, donc en reprendre pour 12 ans. Je vous donne simplement ça pour expliquer la situation actuelle et simplement prendre à témoin que si on ne trouve pas une manière quand même d'aller un peu plus vite, eh bien nos engagements, qui sont aussi des engagements sociaux, parce qu'encore une fois, tout ça, c'est pour donner aussi accès à une énergie moins chère, moins dangereuse et plus protectrice sur un plan de la santé, il faut que, c'est là que j'ai besoin de la compréhension de chaque Française et Français, il faut que chacun comprenne l'intérêt général et la vision dont je parlais tout à l'heure. Donc, le gouvernement publiera une liste des appels d'offres qui seront lancés dans les prochaines années, et évidemment avec un focus tout particulier sur les énergies renouvelables que nous voulons développer plus encore en Outre-mer. Et la programmation des appels d'offres en métropole, sur la durée du quinquennat, elle sera présentée au plus tard dans un an dans le cadre de la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Avant-dernier thème, si je ne me trompe pas, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, mobiliser le potentiel des écosystèmes et de l'agriculture pour lutter contre les changements climatiques. L'agriculture est un des secteurs qui est le plus exposé, d'ores et déjà, et y compris chez nous, aux conséquences des dérèglements climatiques. Faites un petit tour des territoires, regardez l'état de nos ressources hydriques. D'année en année, ça s'avance dans le temps, c'est-à-dire que les situations qu'on constatait au mois d'août, on commence à les constater pratiquement au mois de mai, pour ne parler que de cet aspect. Et ce qui était dans beaucoup de domaines l'exception va devenir la norme. J'en suis désolé que les premiers rapports du GIEC soient aujourd'hui des démonstrations, mais il faut toujours qu'on soit dans la réalisation des événements pour commencer à anticiper ou à réagir. Dans le plan climat, évidemment, on prévoit d'engager la transformation de nos systèmes agricoles, parce que l'agriculture n'est pas que le problème, elle peut être la solution. Mais si elle est la solution, il faut qu'elle ait son avantage. Et c'est l'esprit des États généraux de l'alimentation que nous allons engager pour, je l'espère, produire de l'intelligence collective, qui aura comme corollaire, pas forcément comme objectif, mais comme corollaire de redonner la sécurité psychologique, économique
et sanitaire à nos agriculteurs, qui aura comme corollaire, je l'espère, de leur redonner un lien de confiance, de respect qui n'a pas disparu, mais de le renforcer avec le monde urbain. Et donc j'attends beaucoup de ces états généraux de l'alimentation. Et nous le lancerons probablement au mois de juillet, mais le principe de ces états généraux, c'est de prendre le temps pour que les postures tombent et que seul prévalent l'intelligence et le bon sens. Je ne vais pas détailler les ateliers sur le gaspillage alimentaire, sur la réduction des intrants. On a des marges de manœuvre là-dessus, étant quand même le pays qui a une grande largesse sur l'utilisation des insecticides, pesticides et fongicides. Donc là, nos marges de progression, elles sont assez évidentes. Et quelqu'un l'autre jour me disait que je n'avais pas en tête le souci de protection des agriculteurs. Je l'ai prioritairement en tête parce que ce que je sais, c'est que les premières victimes de ces pratiques excessives, et je pourrais en donner des exemples tragiques, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. 16e axe, mettre un fin définitif à la déforestation importée en France. Et le plan climat prévoit de mettre rapidement fin à cette déforestation importée, c'est-à-dire aux produits qui conduisent à la destruction des 3 grands bassins de forêt tropicale du monde, Amazonie, Asie du Sud-Est et bassin du Congo, par exemple pour notamment la production d'huile de palme ou de soja non durable. Et cette décision, elle est très importante, parce que nous allons fermer une fenêtre qui donnait la possibilité pour les biocarburants d'y incorporer de l'huile de palme. Mais tout ça s'inscrit aussi dans ma vision sur le modèle agricole tel que je le rêverais. C'est que notre bétail soit inféodé à l'importation de protéines végétales qui se fait dans des conditions sociales et environnementales, notamment au Brésil, au détriment de la forêt amazonienne. C'est toute cette cohérence que je voudrais imprimer et cette incohérence auquel je voudrais mettre fin. La déclaration de New York sur les forêts signée en parallèle de l'accord de Paris prévoit de diviser par 2 la déforestation en 2020 et d'y mettre fin en 2030. Le plan climat, évidemment, s'inscrit dans cet objectif. Je rappelle que la déforestation est responsable de plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Je pense même qu'on sous-estime. Et c'est toujours dit, c'est bien beau d'engager nos industriels à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais c'est schizophrène dans le même temps de s'accommoder que des millions d'hectares de forêts qui sont des puits de carbone se transforment brutalement en sources de carbone, que des zones humides, des mangroves, des barrières de corail et des terres agricoles soient simultanément détruits dans une forme d'indifférence et en même temps de stupidité, parce que si d'un côté on réduit et de l'autre côté on relâche, je pense que chacun peut comprendre qu'on n'y arrivera pas. 17e axe, c'est un plan climat sur 5 ans. Et vous comprenez que 3 mesures n'y suffiraient pas. Et vous avez de la chance, vous avez dans le dossier de presse l'ensemble du plan climat, je n'en ai extrait que la substantifique moelle. Voilà. S'adapter au changement climatique. Je vais essayer de faire plus court. Parce que la France est déjà confrontée au changement climatique. En métropole, évidemment, et a fortiori dans nos territoires d'outre-mer. Donc vous verrez dans le dossier qui vous a été fourni notre stratégie pour faire face à cette adaptation, que ce soit l'adaptation d'un certain nombre de productions agricoles, que ce soit la montée des eaux, que ce soit la raréfaction des ressources, que ce soit l'intensification et la multiplication des extrêmes climatiques. Donc évidemment, nous sommes dans l'atténuation, mais il en est de la France comme du reste du monde. Les changements climatiques, malheureusement, c'est parti. Et notre seule latitude aujourd'hui, c'est de les contenir dans une limite réversible. Mais en revanche, on ne peut pas arrêter le phénomène. On aurait dû s'y prendre plus tôt. Dernier thème, renforcer la mobilisation internationale sur la diplomatie climatique.
soutenir les acteurs non gouvernementaux qui agissent pour le climat. Je l'ai dit tout à l'heure, pour réussir cette mise en œuvre, ça passe par une mobilisation de l'ensemble des acteurs, mais pas uniquement des États, et notamment des grandes métropoles. Et j'ai toujours soutenu l'initiative que préside Anne Hidalgo, le C40, l'initiative d'Arnold Schwarzenegger, le R20, mais en même temps, évidemment, l'action des territoires, on sait que pratiquement 50% de la solution, elle est dans ces échelles-là. Et croyez-moi, je ne confonds pas l'attitude brutale de l'administration de M. Trump avec l'état d'esprit des États-Unis. Brune Poirson, je crois, a reçu il y a quelques jours le maire de Pittsburgh, qui est un des exemples de la résistance qui s'opère aux États-Unis dans les gouvernements fédéraux, chez les acteurs économiques, la profusion de start-up, mais aussi chez des lourds, et même y compris parfois chez les pétroliers. Donc certains ont compris que le coup était parti, qu'il y a deux manières de rentrer dans l'avenir. On lui tourne le dos, ou nous avons décidé de prendre la main et de le construire. Et dans cette diplomatie climatique, avec Jean-Yves Le Drian, nous sommes très sincèrement, parce que je ne peux pas être sur tous les fronts, même si j'ai en charge des négociations sur la biodiversité, sur le climat, sur les océans, et je suis plus seul, j'ai maintenant 2 secrétaires d'État qui vont pouvoir m'y aider, mais la diplomatie française, qui très sincèrement, puis quand j'étais envoyé spécial pour la COP, j'ai pu le mesurer, on a quand même une diplomatie très forte, elle est excessivement en pointe sur ces sujets-là, et justement sur l'adaptation du droit international, sur l'adaptation de nos institutions aux enjeux universels, sur la coalition carbone et sur l'initiative de Laurent Fabius, sur lequel on va essayer, notamment à New York au mois de septembre, de pouvoir la défendre dans cette enceinte. Je vous dis simplement que voilà, ça fait partie des priorités diplomatiques. Ça aurait été dommage de perdre l'acquis culturel de nos postes à l'étranger. Puis, dernière chose, dernière dans la liste, première dans mon cœur, soutenir les pays en développement. Je l'ai souvent dit, le cynisme des uns, le fatalisme des uns nourrit le fanatisme des autres. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas conscience de la violence extrême qui a été envoyée par cette espèce de reniement en disant on se désengage, on a promis depuis Copenhague aux uns et aux autres de l'argent dont la plupart du temps on n'a pas vu le premier dollar ou le premier euro. Vous avez subi les conséquences de notre mode de développement et maintenant débrouillez-vous. C'est comme ça que c'est reçu. Donc, j'allais dire, pour le coup, très cyniquement, si on ne le fait pas pour eux, faisons-le pour nous. Parce que dans un monde qui est connecté, croyez-moi, tout ça est bien compris. Donc, nous avons une responsabilité. On s'est engagé à mobiliser 100 milliards de dollars de financement pour les pays en développement qui proviennent de sources variées. Mais il ne faut pas que ce mot de sources variées dissimule un flou, et donc je serai évidemment exigeant pour que l'on comprenne la part de prêts, la part de financement, faire en sorte que ceux qui ne sont pas éligibles à des prêts puissent également pouvoir en bénéficier. Il doit permettre aux pays en développement de réduire leurs émissions, alors par exemple en luttant contre la déforestation ou en choisissant des énergies renouvelables, mais il doit aussi permettre d'aider les victimes de dérèglements climatiques, ceux qui sont victimes des catastrophes naturelles, en les aidant à reconstruire leur logement, les infrastructures après le passage, je ne sais pas moi, d'un typhon ou d'un ouragan, et en se prémunissant des sécheresses dans l'agriculture. Je rappelle aussi, parce que beaucoup, pas forcément ici, semblent ignorer, que les changements climatiques provoquent dans le monde chaque année 3 fois plus de déplacés. Ils n'ont pas encore ce statut de réfugiés climatiques, mais la réalité nous obligera probablement à préciser ça. Et donc, quand je vois l'excessive fébrilité par rapport à des
mouvements migratoires. Je mets ça non pas comme une mise en garde, mais simplement comme une réalité qu'on ne peut pas sans cesse occulter. Les engagements de la France sur ce sujet-là, c'est 5 milliards de dollars par an en 2020, dont 1 milliard pour l'adaptation. Donc le fonds vert, 1 milliard entre 2015 et 2019, et l'initiative africaine que nous soutenons pour les énergies renouvelables, plus de 2 milliards en 2015 et en 2020. J'entends bien que tout ça peut paraître lourd. J'espère contribuer à le rendre désirable. Mais le message que je veux faire passer, c'est aidez-nous tous, parce que ça n'est pas un enjeu sectoriel particulier, c'est un enjeu universel. Ça veut dire que chacun d'entre nous est concerné, doit apporter sa contribution. Aidez-nous à planter des arbres sous lesquels on ne se reposera jamais. Mais peut-être que nos enfants pourront s'y reposer.